Un petit clap qui s'annonce, évidemment. On se retrouve dans un décor qui est un petit peu désagréable, on va pas se mentir, j'en suis navré. On a des peluches de ce côté-là, on a un tableau qui n'a pas su tenir sur le mur de l'autre. Bref, ceci étant dit, on va rester sur la même thématique que l'épisode précédent, à savoir le serrage, enfin plus précisément le maintien de l'ensemble par rapport à lui-même, hein. Enfin par rapport au reste aussi, hein, par rapport à mon bureau, par rapport à tout le reste, parce qu'évidemment quand on veut filmer comme précisément, il faut que le système puisse tenir et ne bouge pas. Donc on avait vu dans l'épisode précédent évidemment le maintien du bras 3 qui est glissant dans le bras 2, hein, le projet d'ailleurs est sous mes yeux et est fini depuis un certain temps, mais écoutez, le temps de monter c'est long, c'est très long, le temps de faire les scripts, le temps de faire tout ça, c'est long. En parlant du script, on va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, hein. J'épilogue, on est en train de meubler finalement, bien qu'on soit pas en stream. Mais n'hésitez pas à rejoindre un nouveau projet, du coup, le fond d'ailleurs, hein, qui sera notre nouveau fond, un atelier qu'on est en train de concevoir en ce moment même sur Discord, enfin pas tout de suite, Jean-Louis, je peux pas tout faire en même temps. Mais bref, vous l'aurez compris, on est en train de faire un nouveau projet. D'ailleurs, si vous voulez la synthèse un petit peu de l'avancement du projet, rejoignez le Discord, c'est le cœur finalement de cette sphère, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle la concept sphère. Excusez-moi, j'épilogue encore, hein, toujours, je cherche le script, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reste sur la même thématique, à savoir une thématique de serrage, de maintien surtout de l'ensemble. Parce que là, on a maintenu le bras 2 par rapport au bras 3 qui est glissière entre eux, par contre tout le reste est mouvant. Donc c'est sur ça qu'on va surtout se pencher au tout début, c'est le fait de maintenir ce projet contre le bureau, parce que rappelez-vous, dans le cahier des charges, c'est ce qui était demandé. Un serrage Tippetto contre le bureau. Donc alors déjà, le Tippetto réduit largement les possibilités qu'on peut avoir pour le maintien, mais on reste quand même sur une certaine flexibilité sur tout ce domaine, hein. Le serrage Tippetto c'est assez large, bien que ça donne déjà une idée. Premier schéma, on peut voir le bras 1 en orange, la partie fixe de l'étau en noir, en bleu vous verrez la vis et en vert la partie mobile. Le principe est très simple, on a un écrou qui est logé dans la partie fixe, on a une vis qui est elle au niveau de la partie mobile, et quand vous venez tourner la vis, vous venez tout simplement rapprocher la partie mobile de la partie fixe. Alors comme vous le savez, c'est un premier jet qui est voué à changer, étant donné que les premières idées déjà sont rarement détaillées et vont tout simplement évoluer. D'ailleurs, comme je le dis en live, c'est une solution mais ce n'est pas la seule. Évidemment. Comme vous le savez, il y a toujours 12 000 solutions. Ça va sans dire. C'est pour ça que quelques minutes plus tard, tout avait changé. Enfin tout. En réalité, j'ai juste changé la position de la vis et de l'écrou, je les ai inversés. J'ai mis la vis plutôt dans la partie fixe, donc en haut, et l'écrou dans la partie mobile, parce qu'en fait on va visser au niveau de la vis et pas de l'écrou. Donc au final, ça sera plus simple de visser par le dessus que d'aller en dessous au niveau du bureau et ainsi de suite. C'est un peu plus chiant à aller chercher. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Et puis je me suis rendu compte d'un problème, c'est que la partie mobile n'était pas guidée. Donc à tout moment, elle partait dans tous les sens, elle tournait sur elle-même. Alors en soi, dans la pratique, ça n'était pas non plus un drame, il aurait suffi de tenir la partie mobile en même temps de serrer. Mais bon, autant faire les choses bien jusqu'au bout et donc un système qui est un minimum guidé. Et aussi, petit problème, on était vachement réduit au niveau de la partie fixe entre le bras 1 et la partie fixe parce que il n'y avait pas de pivot, hein. C'est-à-dire que le bras était toujours dans une orientation par rapport à la partie fixe. Donc ça c'est embêtant, on va plutôt mettre une fourche, et d'ailleurs c'est sur quoi on va se pencher en premier lieu, c'est la fourche. On va concevoir cette pièce, bien que je n'ai pas encore d'idée fixe sur tout le reste, c'est toujours bien des fois de commencer à concevoir sur des pièces déjà où vous avez une idée fixe, pour ensuite en découler le reste de l'ensemble. Et du coup pour ce faire, j'ai fait un schéma extrêmement complexe. Prenez votre bloc-notes et soyez prêts. La fourche, le reste. Comme je vous l'ai dit, des fois, il faut savoir simplifier les choses et de se focaliser que sur une pièce. Et donc, de ce schéma simple, finalement, en découle la conception, hein, quelque chose de pas non plus très compliqué. On est sur une fourche, hein, on va pas non plus épiloguer sur cette pièce. Pour l'instant, ça va pas casser 3 pattes à un canard, notre conception, mais c'est déjà un avancement et ça a le mérite d'être là. Passons à la suite finalement, à la partie fixe, parce que c'est celle qui est en lien directement avec la fourche qui est déjà conçue, hein. On fait step by step, donc on vient de faire la fourche en négligeant tout le reste, on passe du coup à ce qui est lié à la fourche, donc à savoir la partie fixe, et en négligeant un peu le reste aussi, même si on va devoir quand même s'y pencher parce que la partie fixe est en relation avec tout le reste. Donc là on va commencer à rentrer dans le dur. On reprend ce qu'on avait tout à l'heure, une partie fixe au-dessus du bureau, une partie mobile en dessous, et le tout relié par une vis, permettant de serrer. Mais on pourrait également faire une partie fixe qui englobe le bureau avec la vis positionnée en dessous de la partie mobile pour serrer.
Un petit peu finalement comme un serre-joint. Dans la logique des choses, j'ai choisi la première pour de différentes raisons. Déjà d'une parce que c'est plus simple à imprimer, hein. Partie fixe, partie mobile, les choses sont plats, les pièces sont pas très grosses. Alors qu'à l'inverse, le serre-joint lui va demander de faire le tour du bureau, donc beaucoup plus de matériaux, des pièces un peu plus chiants à imprimer, des choses qu'on cherche pas forcément à voir. Nous on veut des choses simples qui marchent. Donc la première idée avec cette pièce mobile et fixe me semble cohérente. Enfin du moins partie fixe qui reste en haut du bureau et qui ne l'englobe pas. En revanche, il nous reste la problématique de la partie mobile qui n'est pas guidée. Ce problème n'est pas résolu. Mais ça oui, ça résout tout. Une partie de la pièce fixe, donc un allongement finalement de cette pièce, qui va venir tout simplement guider la partie mobile. Rien de transcendant, mais ça marche. J'en ai profité d'ailleurs pour mettre des renforts, pour une raison très précise. Regardons de ça plus près. Comme on l'a dit, on a notre partie fixe et notre partie mobile. Alors dans cette partie mobile, on a l'écrou qui est là défini en violet foncé et la vis bien évidemment qui est en rose. Quand on va venir serrer contre le bureau, on va avoir une force de réaction évidemment de cet effort de compression qui sera donné par la résistance du bureau. La matière ne se rentre pas dedans, ça ne se traverse pas et donc il y a une force en réaction. Plus vous allez vous éloigner de la vis, plus cette force va être grande parce qu'on a un effet de levier, on a la distance. Évidemment, en extrémité de la partie mobile, c'est là où on a le plus de force de rotation, entre guillemets, autour de cette vis. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas une rotation autour de l'axe de la vis, c'est une rotation par rapport au serrage, hein, on est d'accord, qu'on soit d'accord sur ce point. Cette rotation est possible, cette rotation d'ailleurs qu'on définit par R, est possible grâce à un jeu qu'il y a entre le boulon, enfin l'écrou pardon, et le partie mobile, et aussi également la vis et la partie mobile. Et donc en fait, là, dans cet état, ce qui va se passer, c'est que notre pièce va légèrement pivoter. Mais si elle pivote, il y aura moins de surface de contact avec le bureau, donc les surfaces de contact qui resteront auront encore plus d'efforts à transmettre. Donc si vous voulez, on va avoir moins de surface de contact avec plus de force sur la surface qui va rester. Du coup, pour éviter ça et serrer correctement, on va mettre des renforts qui va tout simplement venir dissiper, entre guillemets, la force à d'autres endroits. Au lieu que ça soit fait dans la vis et l'écrou, c'est fait plutôt dans la partie qui vient guider la partie mobile. Évidemment, il y aura un petit peu de rotation, la chose n'est pas parfaite, on n'est pas sur des jeux du Hachette G6 pour les connaisseurs. Donc, effectivement, il y aura une petite rotation, mais qui sera bien moins importante que si on mettait juste le plateau comme ça. Enfin, théoriquement. Alors je vais pas continuer à vous montrer la conception, on va surtout directement passer à l'ensemble. Donc on retrouve la fourche dans laquelle va se loger le bras numéro 1, donc la jonction en fait si vous voulez entre le bras, enfin entre les bras d'ailleurs, de l'ensemble des bras et le pied, le système qui s'accroche au bureau. Ensuite la partie fixe reliée à cette fameuse fourche. Et là vous verrez d'ailleurs précisément que le guide de cette partie fixe ne fait pas partie de la même pièce. C'est deux pièces différentes et pour une raison très précise, une question d'impression. C'est beaucoup plus simple de faire deux pièces comme ça qu'on met à plat plutôt que de faire une seule pièce qu'on va devoir mettre en biais avec des supports parce que là on a il y a un cylindre où il y a la fourche qui se met mais qui va être imprimé dans le vide donc c'est pas possible donc faut mettre des supports, enfin bref. La simplicité est de tout simplement faire deux pièces. Pas chercher midi à 14h, c'est beaucoup plus simple et ça nous permet des impressions plus qualitatives aussi. Et voilà pour notre ensemble qui va nous permettre de maintenir notre système au bureau. Assez simple, plutôt efficace. Enfin efficace, on le verra, moi je vous le dis, c'est efficace. On va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce qui nous manque? On a le serrage de la glissière, on a le serrage du système au bureau, il nous manque évidemment le serrage des pivots. Que ça soit au niveau de la fourche qu'on vient de créer à l'instant, ou que ça soit entre le bras 1 et 2. Là c'est mouvant, ça bouge. Complètement fou celui-là. C'est pas bon, c'est pas bon. Ça bouge en continu, parce que bon, faut que ça bouge. Mais il faut qu'on puisse aussi maintenir le chose. Revenons un petit peu au début de cette série de vidéos. On avait fait ensemble, lors de la compétition du bras 2, 1 et 2 il me semble, donc vidéo 1 ou 2, je ne me souviens plus. On avait finalement conçu une forte rugosité au niveau des pivots pour un meilleur maintien. On avait surtout vu que ça faisait planter le PC quoi. C'est les moments où ça calcule fort là. Bon ça va arriver, vous inquiétez pas. Non, ça... inquiétez-vous. D'ailleurs pour cela qu'on avait tout effacé, qu'on avait dit qu'on s'y pencherait plus tard. Et bah c'est maintenant. C'est une idée qui me paraît très intéressante. Augmenter la rugosité pour pouvoir avoir un meilleur frottement entre guillemets entre les pièces et donc un meilleur maintien. Enfin faciliter le maintien des pièces. Déjà, penchons-nous sur la rugosité. La rugosité. Ah c'est compliqué. Moi je vous dis c'est compliqué, ça fait 12 fois que j'essaye de vous faire ce passage et je n'y arrive pas.
parce que j'épilogue, hein, toujours ça c'est mon domaine, j'aime bien faire ça. La rugosité, qu'est-ce que c'est? C'est le terme technique qu'on emploie pour parler de l'état de surface. C'est une façon en fait de quantifier, si vous voulez, sur une pièce, une surface où on veut qu'elle soit plus ou moins lisse pour des raisons fonctionnelles, et donc on va quantifier la rugosité. Il y a plusieurs façons de calculer la rugosité. Donc comme vous le voyez sur cette image, on a alors on n'a pas le RA, pourtant c'est celui que j'ai employé le plus à mon expérience. Hein. Le RA, donc c'est la calcul de la moyenne des pics et des creux, mais sans prendre les extrêmes. Vous avez le RP, le RV, le RZ. Alors le RZ, je l'ai également vu dans mon expérience apparaître. Bon, voilà. L'unité de la rugosité, c'est le micron. Plus vous avez une unité basse, enfin du coup plus vous avez un chiffre bas, plus vous avez quelque chose de lisse. Hein. Un marbre par exemple d'une cuisine qui est bien lisse aura une rugosité de 0,8 microns en général. Enfin peut-être un peu plus parce que 0,8 généralement c'est des pièces polies. Donc les pièces polies pour le coup vous avez aucune rugosité, hein. C'est lisse comme le cul d'un bébé. Enfin bref, passons, on va pas rentrer dans les détails, sachez juste que voilà, c'est une façon de quantifier l'état de surface et c'est le mot qu'on emploie pour parler de l'état de surface. Et d'ailleurs l'outil, parce que maintenant qu'on y est, autant vous le dire, l'outil ça se ressemble un petit peu au même système qu'un vinyle. C'est une pointe qui va venir gratter la surface et du coup qui va venir aller dans les pointes, enfin dans les creux, dans les bosses, les sommets, ce genre de choses de votre état de surface et qui va du coup calculer après votre système selon le calcul que vous voulez demander, hein. Que ce soit le RA, RZ, peu importe, c'est le même outil qui fait ça, c'est juste la façon de calculer qui est différente après. Enfin bref, passons cette histoire de rugosité. D'ailleurs, dans notre cas, on peut pas parler de rugosité. C'est une aberration de parler de rugosité. On n'est pas du tout dans le domaine du micron, on est plutôt du domaine du millimètre, voire du dixième de millimètre, donc 0,1 mm. Donc dans notre cas, on peut pas parler de rugosité, on peut plus parler de forme. Donc depuis le début, je dis des aberrations, mais sachez-le. Je vous le dis que maintenant, mais au moins vous êtes au courant, hein, on m'en voudra pas pour ça. Mais voilà, donc on est plus autour de la forme, mais bon, je vais quand même utiliser le terme rugosité parce que voilà, j'ai employé ce terme depuis le début sur cette partie, donc on va continuer dans ma lancée bien que ce soit faux, voilà. Donc bref, pourquoi on vient chercher une forme un petit peu sinueuse comme ça? Pour des raisons très précises. Il y en a deux, hein, pas compliqué. On augmente déjà la surface de contact. Hein, si vous prenez une ficelle qui est droite, vous prenez une autre ficelle avec la même longueur, pas la ficelle, hein, mais imaginez que vous voulez parcourir la même distance. Si on vient tendre, on sera beaucoup plus long. Et c'est le même principe pour nous. En fait, au lieu d'avoir une forme droite, on a une forme qui vient faire un petit peu des dents, de la denture, et qui du coup augmente la surface de contact. Et ça c'est très important. Hein. On augmente la surface de contact, on augmente le frottement. Hein. C'est indéniable. En plus d'augmenter la surface de contact et donc le frottement et donc la résistance, on a aussi le domaine du contact. Là, imaginons que vous avez deux dents face à face, et ce 45 degrés, vous voyez, enfin d'ailleurs 45, je suis pas sûr que ce soit 45 lors de la conception, je crois que c'est un peu moins, mais bref, peu importe. Vous voyez cet angle, ça va venir en contact avec la pièce en face, et donc on aurait une résistance de contact, un peu comme le bureau et la partie mobile, qu'on n'aurait pas forcément si on était lisse, on aurait juste le frottement. Donc là, on a frottement plus contact, ça ne peut que être intéressant. Ceci étant dit, maintenant il faut concevoir cette forme. Alors au lieu de la faire directement sur la pièce, j'ai décidé de faire une pièce à part, qui viendra se loger évidemment dans les bras, enfin au niveau des pivots en tout cas. Donc dans la fourche, les deux extrémités du bras numéro 1 et une extrémité du bras numéro 2. Et donc par pivot vous en avez 4, hein, donc deux paires à chaque fois, hein, face à face. Et pour ce faire, j'ai choisi une forme hexagonale. Si j'avais fait un disque, le système n'aurait servi strictement à rien, parce que le bras aurait tourné autour de ce disque, sans être maintenu. Donc forcément, un hexagone, ça vient venir prendre contact, un peu comme un six pans, hein, c'est le même principe, hein, parce que c'est exactement la même chose, qui tout simplement vient prendre contact et donc maintenir le bras, même si le bras n'est lui-même pas en contact directement avec le pivot, et les pièces de rugosité. Parce que oui, du coup, le nom de ces pièces, c'est hexagone de rugosité. Maintenant, ceci étant fait, cette idée étant développée, on a pas avancé sur le serrage, hein, parce que là on a juste fait la partie rugosité et pas du tout la partie serrage. J'avais quelques idées, voyez-vous, pas piquer des hannetons, hein. Déjà, une rondelle de surépaisseur. Je m'explique. Imaginez un cylindre avec une surépaisseur. Alors le mieux ça serait pas une, hein, ça serait plusieurs parce que sinon ça ferait un déséquilibre, mais bon, le principe est le même. Du coup sur cette rondelle, vous avez bien sûr un levier pour la tourner, hein, avec en face, sur la pièce, également une surépaisseur. Quand vous venez tourner ce fameux cylindre, les deux surépaisseurs vont venir en face et donc se pousser l'un l'autre.
Et donc en fait c'est un peu un serrage rapide, hein. C'est-à-dire que au lieu de faire plusieurs tours pour que, je ne sais pas, au hasard, votre écrou visse bien et que soit bien serré, là vous aurez juste un quart de tour, ça dépendra de la conception de la pièce, de comment elle a été faite, mais globalement voilà, vous aurez beaucoup moins de tours à faire pour serrer, mais aussi c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, parce qu'il faut trouver la bonne épaisseur pour que ça serre bien, peut-être qu'au niveau du pivot en haut ça serrera bien, mais en bas non, donc il faudra faire une différence, et ainsi de suite, et c'est compliqué. Donc finalement c'est non, j'ai pris un truc bien plus simple, une vis, un écrou, et c'est tout. Comme pour le pied finalement, on vient visser d'un côté pour venir approcher l'autre et ainsi serrer. À la différence que là on vient pas tourner la tête de vis, mais on vient tourner le boulon. Le boulon lui se trouve donc dans cette partie là, donc c'est ce genre de rondelle de manivelle, et vous avez la tête de la vis qui elle sera directement dans la pièce. Donc maintenant que vous avez l'ensemble en tête, hein, que vous avez l'idée, vous avez la même chose en bas au niveau de la fourche. À une chose près, c'est que sur la pièce numéro 2, on n'a pas de fourche. D'ailleurs, c'était un viewer qui m'a fait, le petite remarque, qui m'a dit tu devrais concevoir une pièce à part, hein, qui se monte sur le bras 2, et pour ainsi faire une fourche et avoir un bon serrage. Bon conseil, comme d'habitude, j'ai des viewers de qualité, sachez-le. Donc bref, voilà la conception, quelque chose de très basique. Et on est pas mal du tout sur cet ensemble, et finalement on arrive sur la fin de vidéo. Moi pour le record on est à 42 minutes, évidemment vous ne serez pas à 42 minutes de vidéo. C'est à ça que ça sert le montage, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ah oui non, j'ai fait un outil aussi, ah oui je vous l'ai pas dit, mais bien sûr, mais voilà, mais ça, vous voyez, il est pas dans mon script. Il est pas dans mon script parce que j'ai oublié de le mettre. Mais j'ai conçu un petit outil du coup qui va venir permettre de serrer l'écrou au niveau du pied et qui est censé permettre aussi de serrer au niveau des manivelles, au niveau des pivots. Bon, pour la deuxième option, on parlera plus tard, mais c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit, hein. Mais voilà, c'était tout pour moi, et on se dit à la prochaine pour du coup la fin de ce projet.